Salam alaikum أعزائي الطلبة. Aujourd'hui, on va voir le troisième chapitre qui est l'immunité spécifique destinée aux deuxième année biotechnologie. Alors, comme introduction, l'immunité acquise, appelée aussi immunité spécifique, elle est capable, bien sûr, d'attaquer un antigène d'une façon spécifique. C'est-à-dire, cet antigène, il a été déjà rencontré au préalable. Alors, elle se caractérise par sa capacité d'apprentissage, d'adaptation et de mémorisation. L'immunité acquise, elle met du temps pour se développer après l'exposition initiale à un nouvel antigène. Alors, l'immunité spécifique, elle se subdivise en deux. On va voir l'immunité humorale et cellulaire. Pour l'immunité humorale, c'est l'immunité qui utilise des molécules solubles, appelées anticorps ou bien immunoglobulines, produites par les lymphocytes B, afin de détruire l'antigène qui se développe dans le compartiment extracellulaire. Donc, pourquoi elle est appelée humorale? Parce que ces anticorps vont se retrouver dans les liquides tels que le sang, le liquide céphalo-rachidien et les larmes, les sécrétions des muqueuses telles que le lait et tous les liquides extracellulaires. Alors, les immunoglobulines, ce sont des protéines sériques du groupe gamma-globuline, aussi appelées immunoglobulines. D'accord? Elle est sécrétée, bien sûr, après recrutement, activation et différenciation en plasmocytes des lymphocytes B suite au contact entre l'antigène récepteur membranaire qui est le PCR, DLP. Alors, maintenant, on va voir la structure des anticorps. Alors, les anticorps, ce sont bien sûr des glucoprotéines formées d'une région variable qui va fixer l'antigène. Donc, cette région, elle est très variable. Donc, elle épouse la structure moléculaire de l'épitope antigénique. C'est pour ça qu'elle est très variable. Donc, elle va subir des mutations afin d'épouser la forme moléculaire de l'épitope de l'antigène. Et la région FC, c'est la région constante, c'est la région qui va effectuer toutes les fonctions effectrices des immunoglobulines et c'est la région qui présente les propriétés physico-chimiques de l'anticorps. Alors, l'anticorps, il est formé de deux chaînes, une chaîne lourde et une chaîne légère. Alors, les deux chaînes, elles sont bien sûr formées par ce qu'on appelle des domaines. C'est des boucles de 60 à 90 acides aminés reliées entre elles par des ponts disulfures. Alors, ces domaines, on a des domaines variables et des domaines constants. Un domaine variable pour la chaîne légère et un domaine constant pour la chaîne légère et un domaine variable pour la chaîne lourde et trois domaines constants pour la chaîne lourde et ça peut varier jusqu'à 4 domaines constants. Donc, les deux chaînes sont reliées entre elles par des ponts disulfures au niveau de la zone appelée la zone charnière. OK? Donc, la région charnière, elle peut subir une attaque enzymatique grâce à deux types d'enzymes. Par exemple, la papaïne. La papaïne, elle clive l'immunoglobuline au niveau de la zone charnière, découpant ainsi l'anticorps en une zone appelée la zone variable, appelée FAB, et une zone constante appelée le fragment FC. Donc, voici la zone, ou bien la région FAB, et la zone constante, c'est la région FC. La deuxième enzyme, c'est-à-dire la pepsine, elle va cliver l'anticorps au niveau du fragment FC. Là, alors, la pepsine, elle va cliver l'anticorps
au niveau du fragment FC, donnant alors un fragment complet, le fragment FAB', formé bien sûr des deux régions variables qui fixent bien sûr l'antigène. Alors, le lymphocyte B présente au niveau de sa membrane cytoplasmique le BCR, c'est-à-dire le récepteur des cellules B qui fixe le pathogène. Alors, donc c'est une immunoglobuline membranaire. Donc, cette immunoglobuline membranaire, elle est formée de 3 domaines constants au niveau de la chaîne lourde et un domaine variable au niveau toujours de la chaîne lourde. Et la chaîne légère, elle contient un domaine variable et un domaine constant. D'accord? Donc, au niveau de la région N-terminale, elle va fixer le pathogène. Et au niveau de la région C-terminale, ce BCR est ancré au niveau de la membrane cytoplasmique DLB. Donc, ce BCR, une fois qu'il a fixé l'antigène, il ne peut pas transmettre le signal au noyau. Donc, il va y avoir l'intervention d'autres molécules de costimulation qu'on appelle les immunoglobulines du type bêta et alpha qui vont transmettre le signal au noyau. Alors, la classification des immunoglobulines. Donc, il existe plusieurs. On a les immunoglobulines de type G, de type D, de type M, A et E. Les IgD, on l'a étudié, donc c'est le BCR. Donc, c'est une immunoglobuline de surface. Elle assure la liaison de l'antigène au niveau DLB. Alors, les IgG, on va commencer par les IgM d'abord. Alors, les IgM, donc, c'est une immunoglobuline pentamérique, c'est-à-dire pentamérique, c'est une forme où on remarque l'union de 5 pentamères, de 5 monomères d'immunoglobulines. Cette union, elle est assurée par la chaîne J. Alors, la chaîne J, c'est elle qui assure l'union de ces 5 monomères, formant ainsi un pentamère. Alors, les IgM, la chaîne lourde des IgM, elle est formée de 4 domaines constants. Alors, 1, 2, 3 et 4 domaines constants et un domaine variable. Alors que pour la chaîne légère, elle est formée que d'un domaine variable et d'un domaine constant. Alors, les IgM sont produites, c'est l'isotype produit au cours du premier contact avec l'antigène. Elle est libérée au cours de la première réponse immunitaire, alors qu'au cours de la deuxième réponse immunitaire, on aura beaucoup plus production des immunoglobulines de type G. Donc, les IgM, elle a une forte avidité et une faible affinité. Donc, une forte avidité, ça veut dire qu'elle peut fixer plusieurs antigènes. Alors, donc, on a 10 sites pour fixer 10 antigènes. Une faible affinité, donc elle n'a pas, c'est une immunoglobuline de la première réponse, elle n'a pas subi le phénomène de l'hypermutation somatique. C'est pour ça qu'elle a une faible affinité. C'est une immunoglobuline circulante dans le sang et elle peut activer même le complément. Alors, maintenant, on va voir les IgG. Alors, les IgG, c'est une immunoglobuline de type monomère, donc elle a 3 domaines constants. La chaîne lourde a 3 domaines constants et un domaine variable. D'accord? Donc, c'est l'isotype le plus abondant dans le sérum. D'accord? On le retrouve au niveau de tous les espaces extravasculaires. Donc, elle peut passer à travers la barrière placentaire, elle peut activer le complément et elle interagit grâce à son récepteur spécifique membranaire du fragment FC des immunoglobulines afin d'assurer et de stimuler les phagocytes pour effectuer l'opsonisation ou bien de stimuler les natural killers pour provoquer la cytotoxicité dépendante des anticorps. Et c'est une immunoglobuline qui assure la neutralisation, c'est-à-dire elle neutralise le pathogène pour éviter qu'il se fixe sur les membranes cellulaires.
Donc, on a dit qu'elle active le complément et elle facilite aussi l'opsonisation. Très bien. Donc, on va voir une autre immunoglobuline. Alors, les IgA, ce sont des immunoglobulines sécrétoires. C'est des immunoglobulines la plus abondante dans les sécrétions, c'est-à-dire qu'on va la retrouver au niveau des sécrétions, au niveau du lait, au niveau des sécrétions vaginales, des sécrétions intestinales, etc. Donc, elle traverse les cellules épithéliales et c'est une immunoglobuline qui est protégée contre les enzymes des sécrétions grâce à la pièce S. Donc, c'est une immunoglobuline qui neutralise, agglutine et active le complément. Alors, donc, les IgA, c'est une immunoglobuline de type dimérique, c'est-à-dire elle est formée de deux monomères réunis entre elles par la chaîne J. Alors, la chaîne J, c'est elle qui est associée les deux monomères pour former les IgA. Alors, on remarque ici que l'immunoglobuline de type A, elle est protégée par la pièce sécrétoire. Comment cette immunoglobuline va acquérir cette pièce de protection contre les enzymes des sécrétions? Alors, ici, c'est un schéma qui nous montre l'épithélium intestinal, c'est-à-dire les entérocytes. Donc, euh, ici, c'est la partie basale de la muqueuse intestinale et ici, c'est la partie euh, apicale de la muqueuse intestinale. Alors, au niveau de la partie basale, on remarque très, très bien que les plasmocytes vont libérer les IgA et ces IgA, bien sûr, seront fixés par une molécule appelée le récepteur des immunoglobulines polymérisé. Alors, ce récepteur va fixer les IgA. On aura donc le phénomène d'endocytose et d'exocytose vers la zone apicale. Mais avant l'exocytose, alors cette pièce polymérisée, elle va subir un clivage enzymatique donnant naissance à une pièce sécrétoire qui va protéger les IgA au niveau de la partie apicale des entérocytes. Alors, voici une animation qui va nous montrer à peu près ce phénomène de protection. Donc, les IgA vont traverser l'entérocyte, la zone basale, vers la zone apicale. Alors, les IgA seront fixés par le récepteur des immunoglobulines polymérisées. Après sa fixation, elle sera endocytée. Elle va traverser le cytoplasme de la cellule et exocytée pour être libérée dans le pôle apical des entérocytes. Ce phénomène, on l'appelle la transcytose. Et bien sûr, les IgA, elle acquiert sa pièce sécrétoire qui va la protéger contre toute enzyme au niveau des sécrétions intestinales. Alors, on va voir les IgE maintenant. Les IgE, ce sont des immunoglobulines formées de quatre, donc la chaîne lourde, elle est formée de quatre domaines constants, 1, 2, 3 et 4, et un domaine variable. Alors, les IgE, ce sont des médiateurs de l'allergie. Okay, ce sont des médiateurs de l'allergie et elles assurent aussi la défense anti-helminth, c'est-à-dire antiparasitaire. Donc, elle peut neutraliser les parasites. Et c'est un médiateur de l'allergie comment? Elle agit, cette immunoglobuline, elle agit grâce au fragment Fc avec les mastocytes, car les mastocytes, ils ont un récepteur SCY de la région constante des IgE. Une fois que les IgE ont fixé l'antigène et elle se fixe sur le récepteur membranaire des mastocytes, elle va provoquer l'activation des mastocytes et libération de l'histamine, provoquant ainsi une réaction allergique. Alors, voici une animation qui va vous montrer à peu près cette dégranulation mastocytaire. Alors, voici les IgE. On a les basophiles. Les IgE vont fixer l'allergène. Donc, deux immunoglobulines vont se fixer sur
la membrane des basophiles ou bien des mastocytes, provoquant ainsi la dégranulation des mastocytes ou bien des basophiles, parce que les mastocytes et les basophiles ont un récepteur spécifique au fragment Fc des yeux et elles vont libérer tout le contenu qui existe au niveau des granules de ces cellules, libérant ainsi l'histamine, provoquant une réaction inflammatoire. Alors maintenant, on va voir l'ontogénie des lymphocytes B, c'est-à-dire la maturation des lymphocytes B. On sait très bien qu'au niveau de la moelle osseuse, les cellules souches vont donner une lignée lymphoïde. Cette lignée lymphoïde, elle va donner naissance aux lymphocytes B. D'accord? Les lymphocytes B, elles assurent leur maturation au niveau de la moelle osseuse. Alors, les cellules souches, en se différenciant et en se multipliant, elle va donner naissance aux pro-B. Alors, les pro-B, c'est des cellules B dont on retrouve au niveau de leur cytoplasme un réarrangement des chaînes lourdes et des chaînes légères du BCR, et plus précisément du pseudo-BCR. D'accord? Alors, ce pro-B, il va se transformer en pré-B lorsqu'il exprime ce pseudo-PCR au niveau de sa membrane cytoplasmique. Alors, pour les pré-B qui n'expriment pas ce pseudo-PCR, automatiquement, ils vont recevoir un signal de mort. Elles vont mourir. Donc, Hadi, c'est une étape à antigène indépendante, c'est-à-dire ما عندهاش كاع علاقة مع l'antigène. Par la suite, le pré-B, il va subir la deuxième étape, liée à l'étape d'antigène dépendante. Ça veut dire qu'elle dépend de l'antigène pour assurer sa maturation. Alors, ces pré-B qui ont exprimé le pseudo-BCR, elles vont aussi réarranger au niveau de leur cytoplasme le vrai BCR, c'est-à-dire les immunoglobulines de type 2, l'immunoglobuline de surface. D'accord? Elle va rencontrer la cellule dendritique qui va assurer, qui va assurer la sélection de ces lymphocytes B immatures. Alors, si ces lymphocytes B immatures reconnaissent trop fortement, bien sûr, l'antigène du soi, alors ils vont recevoir le signal de mort et elles vont mourir. Si elle ne peut même pas relier l'antigène du soi aussi, elle va recevoir un signal de mort. Si ce B immature fixe l'antigène du soi avec une faible affinité, à ce moment-là, le B immature, il va recevoir un signal de survie et il va se déplacer via les organes lymphoïdes périphériques afin de continuer sa maturation. Alors, les LB matures, elles vont exprimer au niveau de leur membrane cytoplasmique les IgD, les immunoglobulines de surface, et les IgM, c'est une immunoglobuline de surface. Par la suite, cette B mature, elle va se différencier soit en plasmocytes cellules sécrétrices d'anticorps, soit en B mémoire. Alors, en finalité de la maturation des lymphocytes B, il faut que ce lymphocyte B ait une structure membranaire bien précise. Donc, il faut que ce lymphocyte B ait au niveau de sa membrane cytoplasmique le BCR, récepteur de l'antigène. Il faut qu'il ait les Ig alpha et bêta, on peut les appeler aussi CD79 alpha et CD79 bêta. Ce sont des immunoglobulines qui transmettent le signal vers le noyau. On a aussi les marqueurs de la lignée B, c'est le CD19 et le CD20. On a le marqueur important qui assure la commutation isotypique, le changement de classe immunoglobuline, qui est le CD40, qui va activer le CD40 ligand DLT helper. Et enfin, le récepteur de co-stimulation, qui est le CD80-86, ou bien on peut l'appeler aussi le P7, qui va se lier avec le CD28 des LT helper. Alors,
Maintenant, on va voir l'activation des lymphocytes B. Alors, pour que les lymphocytes B s'activent, il faut qu'il y ait plusieurs signaux. D'accord? Donc, l'essentiel, après activation des lymphocytes B, elles vont proliférer puis se différencier soit en plasmocytes sécréteurs d'anticorps, soit en lymphocytes B mémoire. Donc, mais cette activation, elle varie selon le type d'antigène. Donc, on a deux types d'antigènes. On a les antigènes thymodépendants et les antigènes thymo-indépendants. Qu'est-ce que ça veut dire? Les antigènes thymodépendants, ça veut dire que c'est des antigènes qui vont activer les lymphocytes B en présence des lymphocytes T helper. S'il n'y a pas de lymphocytes T helper, il n'y a pas d'activation des LP. Alors que les antigènes thymo-indépendants, c'est un type d'antigène qui peut activer les LB sans l'aide des lymphocytes T helper. Alors, les antigènes thymodépendants sont de type protéinique, alors que les antigènes thymo-indépendants sont de type glucidique. C'est-à-dire que l'antigène, au niveau de sa paroi, il a des structures glycidiques. Ces structures glycidiques, ils vont former ce qu'on appelle un pentage avec le BCR-DLB. Et ce pentage, c'est lui qui va provoquer l'activation des lymphocytes B. Alors, ces lymphocytes B, comment va-t-elle rencontrer l'antigène? Alors, l'antigène, il va rentrer, bien sûr, au niveau du ganglion lymphatique via la circulation lymphatique. Donc, l'antigène pour les LB, il faut qu'il pénètre au niveau du ganglion tel qu'il est, dans sa forme native. Et les LB vont utiliser la circulation sanguine pour arriver au niveau de la zone folliculaire. Et au niveau de cette zone, qu'il y a la rencontre entre le BCR-DLB et l'antigène natif. Donc, le BCR, il va activer, il va fixer l'antigène tel qu'il est, sans dégradation, et il va l'internaliser et il va le présenter grâce au CMH2. On a dit que les LB sont considérés comme des CPA. Une fois qu'elle a présenté ce peptide antigénique, automatiquement, elle va exprimer les molécules de costimulation. Par la suite, ces lymphocytes B, elles cherchent les lymphocytes T helper. Donc, elle doit migrer vers la zone TB. La zone TB, ce qui est en jaune ici. Donc, la zone TB, donc, il va y avoir lieu de rencontre entre les lymphocytes B et les lymphocytes T. Bien sûr, les lymphocytes T helper, déjà activés par le même antigène préalablement. D'accord? Donc, alors, on a ici les lymphocytes P et les lymphocytes T helper préalablement activés par le même antigène. Je dis bien par le même antigène. Donc, il y a eu la phase de reconnaissance entre le TCR et le peptide antigénique présenté par le CMH2-DLB et la reconnaissance du type du CMH entre le CD4 et le CMH2. Donc, ça, c'est la phase de reconnaissance. Par la suite, les molécules de co-stimulation vont se lier entre le B7-DLB et le CD28-DLT helper. Cette co-stimulation va déclencher au niveau du noyau des deux cellules. Alors, pour les LT helper, la synthèse et l'expression du CD40 ligand, molécule très importante pour la commutation isotypique, et la libération des cytokines. Et pour les LB, elle va exprimer au niveau de sa membrane cytoplasmique le CD40. Donc, le CD40 avec le CD40 ligand, ils vont se lier pour assurer l'activation et la prolifération des LB. Mais comment? Bien sûr, le deuxième signal, il va donner un signal au niveau du noyau des LB et au niveau du noyau des LT helpers. Les helpers vont libérer les cytokines de type IL4 et les LB vont exprimer le récepteur spécifique de l'IL4.
Donc, l'IL4, une fois fixé avec son récepteur membranaire, c'est le troisième signal, on aura donc activation et prolifération des lymphocytes B. Donc, il va y avoir une division intense au niveau toujours de la zone T. Alors, les cellules B phi, ils vont subir une différenciation toujours au niveau de la zone T en plasmocytes sécrétrices d'IgM de courte durée afin d'assurer la première réponse immunitaire, mais ces IgM sont de faible affinité. D'accord? Et en même temps, un autre groupe va migrer vers le follicule, c'est-à-dire vers la zone folliculaire, vers la zone B. Alors, ces B phi, au niveau de la zone B, lorsqu'elle pénètre au niveau du follicule, alors on parle de phase folliculaire. Alors, cette phase folliculaire, elle se caractérise par l'apparition ou bien la formation d'un centre germinatif. Le centre germinatif est formé de deux zones. On parle alors de ce follicule secondaire. Alors, il est formé de deux zones, la zone sombre et la zone claire. La zone sombre, où il va y avoir une forte multiplication des cellules B phi. Les cellules B phi, elles vont subir la première phase, qui est la phase d'hypermutation somatique. Qu'est-ce que ça veut dire, l'hypermutation somatique? C'est la maturation d'affinité de la région variable du BCR DLB. D'accord? Donc, l'hypermutation de la région variable DLB, elle va subir des mutations hasardeuses afin d'avoir une région variable complémentaire avec l'antigène. D'accord? Donc, les cellules BFI, une fois qu'elle a finalisé cette hypermutation somatique, automatiquement, elle va migrer vers le centre clair, donc la zone claire. Elle va rencontrer la cellule dendritique folliculaire. C'est une cellule qui est localisée qu'à ce niveau. On ne peut pas la retrouver au niveau d'autres tissus. Donc, cette cellule, elle va présenter l'antigène dans sa forme native, telle qu'il est, sans digestion. Pourquoi? Parce que le BCR reconnaît l'antigène tel qu'il est, sans digestion. Alors, si c'est lymphocyte B, bien sûr B phi, n'arrive pas à fixer cet antigène, donc automatiquement, elle va retourner vers le centre sombre ou bien la zone sombre pour encore subir, bien sûr, des hypermutations. Si toujours l'affinité elle est faible, elle va mourir par mécanisme d'apoptose, c'est-à-dire les cellules dendritiques folliculaires vont donner le signal de mort. Si par contre ces LB vont avoir une forte affinité, automatiquement elle va donner, les cellules dendritiques folliculaires vont donner un signal de survie de ces LB et ces LB vont migrer vers la zone claire où ils vont rencontrer les lymphocytes helper folliculaires. Alors, les lymphocytes helper folliculaires, donc, ils vont assurer la reconnaissance du peptide antigénique présenté par le CMH2-DLB. Cette reconnaissance s'effectue via le TCR et le CD4. On aura aussi la liaison entre les molécules de co-stimulation et les molécules de switch, ou bien les molécules de commutation isotypique. Qu'est-ce que ça veut dire commutation isotypique? C'est une phase où les lymphocytes B vont recevoir l'ordre de changer le classe d'immunoglobulines, de changer l'isotype d'anticorps. Donc, ces lymphocytes helper folliculaires, elles vont libérer des cytokines, ce qu'on appelle des cytokines de différenciation, qui vont donner l'ordre aux lymphocytes B de se différencier soit en lymphocyte B mémoire qui sécrète les IgG, soit en plasmocytes qui sécrètent les IgG. Donc, ça dépend du profil cytokinique de différenciation qu'on aura un certain type d'immunoglobulines. D'accord?
Donc, elle peut donner naissance même à des plasmocytes qui libèrent des IgM, des IgA, des IgE, ainsi de suite. D'accord? Donc, les plasmocytes vont libérer les anticorps, alors que les lymphocytes B mémoire, elles vont assurer un rôle au cours de la deuxième réponse immunitaire, bien sûr, suite à l'entrée par le même antigène. Et cette réponse, elle sera beaucoup plus rapide pour assurer la transformation de ces LB mémoire en plasmocytes sécréteurs d'anticorps. Très bien. Donc, j'ai dit auparavant qu'en fonction du profil cytokinique, on peut avoir plusieurs types de plasmocytes sécréteurs, soit des IgE, soit des IgA, soit des IgG. D'accord? Alors, la commutation de classe, elle est influencée par ce qu'on appelle le profil cytokinique. Donc, si les lymphocytes T helper folliculaires libèrent par exemple l'interféron gamma, donc automatiquement, ces lymphocytes B vont se différencier en plasmocytes sécréteurs les IgE de type G. Si par exemple les lymphocytes T helper libèrent du TGF-bêta, ces LB vont se transformer en plasmocytes libérant les IgA, par exemple. Si, par exemple, les LT helper folliculaires vont libérer l'IL4, on aura donc les LB vont se transformer en plasmocytes qui sécrètent les IgE et ainsi de suite. Donc, en fonction du profil cytokinique libéré par les LT helper folliculaires, on aura un certain type de production d'anticorps. Alors, la fonction des immunoglobulines. Les immunoglobulines ont plusieurs fonctions. La première, c'est de neutraliser le pathogène, c'est-à-dire neutraliser le pathogène. Les anticorps vont empêcher l'adhésion du pathogène sur la membrane cytoplasmique. Elle peut assurer aussi l'opsonisation. Opsonisation, ça veut dire que les anticorps vont faciliter la phagocytose. Parce que les phagocytes ont un récepteur spécifique pour le fragment Fc d'immunoglobuline pour assurer l'étape de phagocytose. Alors, on a aussi comme fonction, le complément peut activer, l'anticorps peut activer le complément via, bien sûr, la voie classique. Alors, la dernière fonction des immunoglobulines, c'est la DCC, c'est-à-dire la cytotoxicité dépendante des anticorps. Alors, une fois que l'anticorps fixe la cellule cible, les naturels killers ont un récepteur membranaire spécifique du fragment Fc des immunoglobulines, on l'appelle le CD16, ou bien le Fc lambda récepteur 3. Il va fixer le fragment Fc des immunoglobulines qui sont fixés à la cellule cible. Cette liaison, elle va déclencher l'activation des natural killers et elle va provoquer la libération des enzymes entraînant la mort des cellules. Maintenant, on va voir l'immunité à médiation cellulaire. L'immunité à médiation cellulaire, c'est une immunité qui s'occupe des antigènes qui se développent à l'intérieur de la cellule. Donc, c'est des antigènes qui infectent les cellules, ou bien c'est une immunité qui protège contre les cellules cancéreuses. Et en général, l'immunité cellulaire, elle s'effectue via les lymphocytes T, de type T4, T8 et même les CPA. La majorité des lymphocytes T reconnaissent les antigènes peptidiques présentés par les cellules présentatrices de l'antigène via le CMH. Alors, tout d'abord, on va étudier les CPA, par la suite, les lymphocytes T. Les CPA, c'est des cellules spécialisées. Pourquoi spécialisée? Parce qu'elle a le rôle de capturer, de transporter, d'apprêter et de présenter l'antigène au lymphocyte T helper. C'est une cellule professionnelle. Pourquoi? Parce qu'elle peut activer la réponse immunitaire cellulaire et la réponse immunitaire humorale. Donc, cette cellule professionnelle, elle peut être soit de type macrophagique, soit les cellules dendritiques, soit les LBR, les lymphocytes B, pardon.
Alors, le CMH, c'est lui qui permet de distinguer l'antigène du soi et du non-soi. Alors, le CMH, ce sont des protéines membranaires qui sont focalisées au niveau des cellules présentatrices de l'antigène, si c'est un CMH2, et si c'est une cellule nucléaire, en général les CPS, c'est des cellules nucléaires, donc elle va présenter au niveau de sa membrane cytoplasmique le CMH1. D'accord? Alors, le CMH1, il est reconnu par les lymphocytes T8, et le CMH1, comme il est exprimé par toutes les cellules nucléaires, le CMH2, il est reconnu par les LT4 et il est exprimé par les CPA. Alors, on va étudier un petit peu la structure moléculaire du CMH. Alors, le CMH, c'est une protéine, d'accord, protéine membranaire. Alors, c'est une protéine membranaire pour le CMH1. Il est formé d'une chaîne lourde alpha et d'une petite chaîne, la bêta-2 microglobuline, qui est reliée avec la chaîne alpha d'une façon non covalente. Alors, cette chaîne alpha, elle est formée de 3 domaines. Le domaine alpha 1, alpha 2 interminal, c'est le lieu où il va fixer le peptide antigénique, alors que la zone alpha 3, elle a un site de fixation car le CD8. Donc, la zone carboxyterminale, elle est ancrée dans la bicouche lipidique de la membrane cytoplasmique des cellules nucléaires. Pour le CMH2, il est formé de 2 chaînes lourdes, la chaîne alpha et la chaîne bêta, dans la région terminale. Les 2 domaines alpha 1, bêta 1 vont fixer le peptide antigénique, alors que le domaine bêta 2, il a un site pour fixer le CD4. Alors, la région carboxyterminale, elle est ancrée dans la bicouche lipidique des membranes des cellules présentatrices de l'antigène. Alors, maintenant, on va voir l'apprêtement des antigènes cytosoliques pour une présentation par le CMH1. Okay? Alors, on a le CMH1, la présentation par le CMH1. Le virus, il va infecter une cellule, il va libérer ses protéines. Ces protéines viraux vont être dégradées par le protéasome en plusieurs fragments, à peu près en 15 acides aminés. Alors, ces fragments viraux vont traverser et se retrouver dans le compartiment du réticulum endoplasmique via les transporteurs, les TAP. Alors, au niveau du réticulum endoplasmique, le CMH1, il va rencontrer le peptide antigénique et il y aura la liaison. Par la suite, via l'appareil de Golgi, le CMH1 qui a fixé son peptide antigénique, il va se retrouver dans des vésicules de sécrétion et ces vésicules vont exociter le CMH1 peptide au niveau de la membrane cytoplasmique de toute cellule nucléaire infectée. Maintenant, on va voir l'apprêtement des antigènes cytosoliques pour une présentation du CMH2. Alors, on a donc une cellule phagocytaire qui va phagocyter le pathogène. Le pathogène va se retrouver dans l'endosome. Par la suite, il va y avoir la fusion entre les lysosomes qui contiennent les enzymes, formant un phagolysosome. Donc, le pathogène sera digéré. En parallèle, le CMH2, il est synthétisé au niveau du réticulum endoplasmique et la zone variable qui fixe le peptide antigénique, elle est bloquée par une chaîne invariante. Le CMH2, via l'appareil de Golgi, va se retrouver dans une vésicule et on aura la fusion de la vésicule qui contient le CMH2 et la fusion du phagolysosome, entraînant la rencontre entre le CMH2 et son peptide antigénique. Donc, la chaîne invariante, elle va libérer le site et le peptide antigénique va se fixer sur son site au niveau du CMH2. Via la voie
d'exocytose, le CMH2 va présenter le peptide antigénique au lymphocyte T4. Alors, maintenant, on va étudier les lymphocytes T. Les lymphocytes T, on en a deux types. On a les lymphocytes T4 et T8. Alors, ces types cellulaires ont, au niveau de leur membrane cytoplasmique, des récepteurs qu'on appelle les TSR. Alors, le TSR, on va étudier la structure. Le TSR, c'est un hétérodimère, bien sûr, formé de deux chaînes lourdes, la chaîne alpha et la chaîne bêta. La chaîne carboxy terminale, bon, les deux chaînes sont reliées entre elles par des pendisulfures et la chaîne N-terminale, elle forme les domaines variables qui lient l'antigène et les domaines constants qui sont proches à la bicouche lipidique. Donc, elle ressemble à un fragment faible des immunoglobulines. D'accord? Donc, la zone carboxyterminale, elle est fixée à la bicouche des lymphocytes T, bien sûr, mais malheureusement, le TCR ne peut pas transmettre le signal vers le noyau. Donc, il faut qu'il y ait d'autres marqueurs de transduction, qui est le CD3. Donc, le CD3 et le TCR forment le complexe TCR. Donc, le TCR, j'ai dit que c'est une molécule qui ne peut pas transmettre le signal vers le noyau. Ce n'est que le CD3 qui transmet le signal. Grâce à quoi? Grâce à des motifs répétitifs de type ITAM. C'est eux qui s'occupent de la signalisation. Donc, les motifs ITAM, modèles nécessaires à la signalisation des lymphocytes T. Associé à ce complexe TCR, si c'est une lymphocyte T4, donc automatiquement, on aura le marqueur CD4 qui reconnaît le CMH2. Si c'est une lymphocyte T8, on aura le marqueur CD8 au niveau de la membrane associée au TCR des lymphocytes T8. Maintenant, on va étudier l'ontogénèse. C'est quoi l'ontogénèse? C'est la maturation des lymphocytes T. Donc, on a dit, lorsqu'on a étudié les organes lymphoïdes, que la moelle osseuse, c'est elle qui donne naissance aux thymocytes. Donc, les cellules souches vont se diviser, se différencier pour donner les thymocytes. Alors, les thymocytes vont migrer vers le thymus via la circulation sanguine grâce à une substance chimiotactique qui est l'IL-7. Donc, ces thymocytes n'ont aucun marqueur membranaire, c'est-à-dire elles n'ont ni TCR, ni CD4, ni CD8, ni CD3. Elles ont les marqueurs de la lignée. Arrivé au niveau de la zone sous-capsulaire, automatiquement, ces thymocytes vont acquérir le CD4, CD8, CD3 et le TCR. On parle alors de thymocytes double positifs. D'accord? Alors, ces thymocytes double positifs, ils vont subir deux sélections. Une sélection au niveau de la zone corticale, alors on parle de sélection positive, c'est la sélection qui assure la reconnaissance du type du CMH. Et par la suite, ces cellules qui ont survécu à la sélection vont migrer vers la zone médulaire, ils vont subir la sélection négative. C'est la sélection qui permet la reconnaissance du peptide du soi. Alors, on va voir ça en détail. Très bien. Alors, on a dit que le thymus, suite à une coupe histologique, ce schéma nous montre une coupe histologique, il est formé d'une zone sous-capsulaire, d'une zone corticale, d'une zone corticomédulaire et d'une zone médulaire. Alors, les thymocytes, via la circulation sanguine, ils vont migrer, suite à l'action des chimiokines, vers la zone sous-capsulaire. Ils vont subir l'acquisition des marqueurs. Donc, on parle de thymocytes double positif, c'est-à-dire عندهم le CD4, CD8, TCR. Ils vont rencontrer les cellules dendritiques au niveau de la zone corticale. Alors, on a que c'est des molécules double positives.
double positif parce qu'un double CD4 ou un double CD8. Donc, ils vont, bien sûr, assurer leur sélection positive. Donc, si ce lymphocyte T reconnu le CMH1, il va perdre le CD4. Et cette cellule va se transformer en lymphocyte T8. D'accord? Donc, maintenant, si ce thymocyte reconnaît le CMH2, donc elle garde le CD4 et elle va perdre le CD8. D'accord? Donc, on parle de lymphocyte T4. Donc, si ces thymocytes n'arrivent pas à fixer le CMH, donc vont mourir, vont subir l'apoptose. Si ces thymocytes vont se fixer fortement avec le peptide, bien sûr le peptide et le CMH, Hadithani, elle va recevoir un signal de mort. Très bien, donc ça c'est la sélection positive, c'est la reconnaissance du type du CMH. Très bien, ces lymphocytes T4, T8 simples positifs vont migrer vers la zone médulaire pour subir la sélection négative. Alors, la sélection négative, les CD4, on parle de thymocytes simples positifs, ou les CD8, on parle de thymocytes simples positifs, ils vont rencontrer au niveau de la zone médulaire des cellules qui vont présenter maintenant le peptide du soi. D'accord? Si la liaison de ces thymocytes simples positifs avec le peptide du soi, elle est trop forte, alors là, ici, le thymocyte, il va recevoir le signal de mort, que ce soit pour les T ou bien pour les T8 ou bien pour les T4. Si par contre, les lymphocytes T4 et les lymphocytes T8 se lient avec la cellule dendritique pour assurer une faible reconnaissance du peptide du soi, à ce moment-là, les T4, les T8 vont recevoir un signal de survie. On parle alors de lymphocytes T4, T8 naïfs et qui vont utiliser la circulation sanguine pour aller où? Pour aller vers les organes lymphoïdes périphériques, lieu de la réponse, lieu de la rencontre avec l'antigène. En finalité, les lymphocytes T, il faut qu'ils acquérissent les marqueurs suivants. Tout d'abord, le TCR, c'est le récepteur qui fixe l'antigène. Le CD3, c'est le marqueur qui transmet le signal au noyau des lymphocytes T. Le CD28, c'est un marqueur de co-stimulation. Le CD40 ligand, qui est un marqueur très important pour assurer la commutation isotypique, et le CD4, si c'est une auxiliaire, lymphocyte T auxiliaire, et le CD8, si c'est une lymphocyte T cytotoxique. Alors, les différents types de lymphocytes T qu'on a. Alors, les lymphocytes T4, on peut l'appeler aussi les lymphocytes T helper. On peut l'appeler aussi les lymphocytes T auxiliaires. Elles interagissent avec les cellules du système immunitaire en relâchant des cytokines. C'est la cellule pivot de la réaction immunitaire. Elle contrôle le développement de la réponse immunitaire. On a plusieurs types. On a les LTH1, LTH2, LTH17, LTH folliculaire, LTH régulateur. Alors, comment s'activent ces lymphocytes T4? Toujours, j'ai représenté ici le ganglion comme organe lymphoïde périphérique. Donc, les cellules présentatrices de l'antigène, elles vont pénétrer via la circulation lymphatique et les lymphocytes T naïfs vont rentrer via la circulation sanguine pour se retrouver dans la zone paracorticale, c'est la zone T. La zone corticale, c'est la zone B. D'accord? Très bien. Donc, la rencontre entre les CPA et les lymphocytes T, elle s'effectue au niveau de la zone paracorticale. Donc, les lymphocytes T helper, elles vont scanner les CPA. Une fois qu'elles, lymphocyte T4 et une complémentarité avec le peptide antigénique qu'elle a présenté, que le CPA a présenté, automatiquement,
on rentre dans la phase de reconnaissance. Donc, les LT helpers, ils vont scanner tous les peptides présentés par les CPA et dès qu'il y a une reconnaissance, automatiquement, on aura la sélection de LT helper. Très bien. Donc, les LT4, tout d'abord, elle va assurer la reconnaissance du peptide antigénique présenté par le CMH2. Bien sûr, le TCR reconnaît le peptide antigénique et le CD4 reconnaît le CMH2. OK? Par la suite, on aura les molécules de co-stimulation, le CD28 pour les LT4 et le B7 pour les cellules dendritiques vont se lier. On aura donc le deuxième signal. C'est le signal de co-stimulation. Les deux signaux, ils vont donner un signal au noyau, et plus précisément au gène de la cytokine 2, de synthétiser les cytokines. De synthétiser les cytokines de type 2. Et elle va donner l'ordre au noyau toujours des lymphocytes T helper à synthétiser le récepteur, de l'IL2. D'accord? Alors, la cytokine, elle va se fixer avec son récepteur membranaire. Bien sûr, c'est le gène CD25 qui déclenche la synthèse du récepteur de l'IL2. Hein? Donc, une fois la cytokine, l'IL2 se fixe sur son récepteur membranaire spécifique, là, on aura le troisième signal. Le troisième signal, elle va entraîner l'activation et la prolifération des lymphocytes T helper. D'accord? Bien sûr, en fonction des cytokines libérées par les CPA, on parle de cytokines polarisantes, qu'on aura une différenciation des lymphocytes T4 helper bien précise. Par exemple, si les CPA vont libérer l'IL-12 et l'interféron gamma, cette cytokine polarisante va donner l'ordre au lymphocyte T4 naïf à se transformer en LTH1. Si le CPA va libérer l'IL4, elle va donner l'ordre au LT4 naïf de se transformer en LTH2. Si CPA libère l'IL6 ou l'IL21, elle va donner l'ordre au LT4 naïf de se transformer en LTF folliculaire, T helper folliculaire, ainsi de suite. Donc, en fonction des cytokines polarisantes ou bien des cytokines pro-TH, on peut avoir des pro-TH1, pro-TH2, pro-TH17, pro-TH folliculaire, pro-TH régulateur. Et bien sûr, ces lymphocytes T, on parle de lymphocytes T helper effectrices, elles vont libérer des cytokines effectrices. Donc, on parle de cytokine effectrice ou bien de cytokine T helper 1, cytokine T helper 2, cytokine T helper 17, ainsi de suite. Donc, quelle est l'origine de ces cytokines polarisantes? Son origine, c'est la liaison du PRR avec le PAMP, c'est-à-dire le PRR des CPA et le PAMP des pathogènes. OK? Donc, comme exemple, alors, si par exemple, je prends cet exemple, le TLR 3, 7 et 9, ce sont des PRR qui fixent les virus. Donc, une fois qu'elles ont fixé le virus, elles vont donner l'ordre au noyau des CPA de libérer l'IL-12. Et l'IL-12, c'est elle qui va transformer les lymphocytes naïfs en LTH1, libérant l'interféron gamma cytokine effectrice qui va stimuler l'immunité à médiation cellulaire. Par exemple, si on prend l'element ici, l'antigène, c'est un element, donc il sera fixé par le TLR2. Il va donner le signal au noyau de libérer l'IL10. L'IL10, elle va transformer les cellules T helper naïves en T helper 2.
bien sûr sécrétrice des IL-4, IL-5, IL-13, cytokines effectrices, anti-parasitaires. D'accord? Donc, en fonction du type de PRR, on aura un certain type de lymphocyte T-helper, soit un T-helper 1, 17, 2, régulateur, etc. Donc, les lymphocytes T-helper, donc les lymphocytes T-helper 1, leur rôle, c'est d'activer l'immunité antigermine intracellulaire. Les lymphocytes T-helper 2 rentrent dans la réponse immunitaire humorale, dans la sécrétion des IgE et dans l'immunité antiparasitaire. Pour les lymphocytes T-helper 17, elles rentrent dans l'immunité anti-champignon et elles déclenchent les réactions inflammatoires. Les lymphocytes T-helper folliculaires, elles déclenchent la réponse humorale et plus précisément au niveau folliculaire. Et les lymphocytes T-helper régulateurs, c'est eux qui vont moduler la réponse immunitaire, c'est-à-dire c'est eux qui vont libérer des cytokines pour déclencher la phase de réparation tissulaire. Maintenant, on va voir les lymphocytes T8. Alors, les lymphocytes T8, leur définition et leur activation. Alors, les lymphocytes T8, ce sont les lymphocytes cytotoxiques capables de tuer les cellules étrangères, bien sûr cancéreuses, ou bien des cellules infectées par un virus. C'est-à-dire, elle peut assurer une protection contre l'antigène qui se développe à l'intérieur de la cellule. Alors, les CD8, ils vont assurer la reconnaissance de la cellule cible via le TCR et via le CD8 qui va reconnaître le CMH1. Très bien, la reconnaissance, elle n'est pas suffisante. Il faut qu'il y ait une activation par les lymphocytes T-helper. وش من نوع تاع les lymphocytes T-helper? C'est les lymphocytes T-helper 1. C'est les lymphocytes T-helper de l'immunité à médiation cellulaire qui vont libérer les cytokines de type IL-12 et interféron gamma qui vont activer les LT. CD8 à se transformer en LT cytotoxiques. Ces LT cytotoxiques vont libérer les enzymes pour détruire la cellule cible. Donc, on aura soit la mort par nécrose, c'est-à-dire éclatement de la cellule, on aura formation d'un pore au niveau de la membrane de la cellule cible, éclatement de la cellule, soit par la mort par apoptose, c'est-à-dire que les enzymes vont pénétrer via le pore de perforine, ces grands enzymes vont activer les caspases, ces caspases vont déclencher la mort du noyau. D'accord? Alors, on en a terminé avec l'immunité spécifique, mais on doit effectuer une petite étude sur les cytokines. On ne va pas trop détailler sur les cytokines. On va prendre que l'essentiel. Donc, les cytokines sont des médiateurs glycoprotéiniques solubles. Elles jouent le rôle de messagers chimiques entre les cellules cibles. Et bien sûr, leur rôle ne s'effectue que par l'intermédiaire de récepteurs membranaires spécifiques pour assurer la communication entre les cellules immunitaires. Donc, les signaux transmis par les cytokines sont de type soit induction, soit suppression, soit la défense antitumorale, soit l'hématopoïèse. Alors, la classification des cytokines, on a plusieurs. On a les interleukines, c'est des cytokines produites par les leucocytes. On a de l'IL1 jusqu'à l'IL18. On a les chimiokines, c'est des cytokines chimioattractantes. Elles stimulent la migration des cellules. On a par exemple les CCL12, CCL25, CCL19, etc. Alors, les interférents, elles regroupent des cytokines qui ont en commun une activité antivirale, comme par exemple l'interféron gamma, l'interféron bêta, alpha, etc. Donc, les facteurs nécrosants des tumeurs, ça veut dire que c'est des cytokines qui déclenchent la mort des cellules tumorales, comme par exemple le TNF-alpha, le phase ligand. Et on a aussi des cytokines de croissance. Ces cytokines sont libérées afin de stimuler la croissance des colonies au niveau de la moelle osseuse, déclenchant ainsi l'hématopoïèse, par exemple. Alors, on va voir, par exemple, maintenant, les modes d'action des cytokines. Donc, on a plusieurs types de modes d'action. On a le pléiotropisme. Attendez que j'active le curseur. On a le pléiotropisme, la redondance, la synergie et l'antagonisme. Le pléiotropisme, ça veut dire que c'est une seule cytokine, elle peut activer plusieurs types de cellules. La redondance, c'est l'axe TH. Plusieurs cytokines activent qu'un seul type de cellule. La synergie, ça veut dire que ce sont deux cytokines
Il faut qu'il y ait l'action de 2 cytokines en même temps pour activer une cellule. L'antagonisme, là, une cytokine, elle inhibe l'effet de l'autre cytokine. OK? Alors, les actions aussi, ou bien les propriétés des cytokines, on a l'effet autocrine, paracrine et endocrine. Autocrine, ça veut dire que la cellule qui a synthétisé la cytokine, cette cytokine, elle va agir sur la cellule qui l'a synthétisée. Paracrine, ça veut dire que la cellule qui a synthétisé la cytokine, cette dernière, elle va activer une cellule voisine. L'effet endocrine, ça veut dire que les cytokines libérées par les cellules du système immunitaire, ils vont utiliser la circulation sanguine pour effectuer plusieurs rôles. Alors ici, j'ai une animation qui va nous expliquer cela. Alors, par exemple, ici, on a les polynucléaires neutrophiles, elles vont synthétiser, libérer l'IL-1 et l'IL-1 va se fixer sur la cellule qui l'a synthétisé. Ça, c'est l'effet autocrine. L'effet paracrine, donc les cytokines, elle va agir sur la cellule voisine. L'effet endocrine, la libération des cytokines va utiliser la circulation sanguine ou bien l'effet systémique et elle va agir sur plusieurs organes. Par exemple, l'IL-1, elle va déclencher la réaction inflammatoire et une hyperleucocytose au niveau de la moelle osseuse. TNF-alpha, elle va dire au foie de produire les protéines de l'inflammation. L'IL-1, il aura le cerveau et il va lui dire d'augmenter la température corporelle. Voilà en ce qui concerne l'immunité spécifique. J'espère que j'étais bien claire. Alors, à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam alaikum.